On n'est pas encore au 1 million d'abonnés. Non, ça c'est... Notre vidéo, elle a plus de... Oui, oui. Vous pouvez faire ça parce qu'il n'y a personne qui évalue de manière générale. Donc, après, ça, vous pouvez le faire pour chaque personne quand même. Comment elle problématise ses documents. Oui, oui. Je voulais vous dire, madame, votre cours sur la digestion. Oui. C'est super. Ah bon? J'ai appris beaucoup de choses. Vous avez regardé du coup? Ah bon? Celui avec l'étranglement de la testa. Non, sur la digestion de la boule jusqu'à la... Ah oui? Bon, bah très bien. Ça me sert. Moi, j'ai trouvé l'expérience compliquée avec... Ah oui, vous avez regardé tout ça? Oui. Après, c'est normal, vous n'avez pas de temps. Non, mais c'est bien. Non, mais dans les ça vous donne lignes. des exemples. Ok. Bon, bah merci. Au moins, ça m'encourage. Voilà. Il faut faire de la publicité sur Facebook, il faut Ouais. de la promotion. Ouais. Abonnez-vous à la fin de chaque vidéo, forcément. Ouais, bah après, j'ai pas encore développé mon système de communication et marketing, mais je ne désespère pas. Une photo comme ça, abonnez-vous. Oh non, bah là, la photo. Moi, je fais ça dans les vidéos. Et vous avez même écouté la musique que j'avais mis au début alors? Ah oui, moi Je me suis amusée à mettre des musiques de générique dessus pour surprendre un peu les étudiants, pour leur montrer que j'écoutais pas que du classique. Bon, allez, on y va? Tout le monde est prêt? Alors, nous allons vous présenter le sujet, donc le sujet 1, vous pouvez d'ores et déjà prendre votre petit copier, sur la pression partielle, un paramètre de l'unité de l'organisme et un paramètre régulé. Donc, les paramètres du milieu intérieur sont maintenus à une valeur constante dans l'organisme malgré des modifications induites par l'environnement extérieur ou l'activité de l'organisme. Cependant, il y a quand même, c'est par exemple le cas pour la pression artérielle. Donc c'est la pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux. Donc cette pression artérielle est maintenue à une valeur constante, mais on verra que dans l'arbre circulatoire, il y a quand même des variations. Donc dans cet exposé, nous tentons de répondre à la problématique comment la pression artérielle est-elle maintenue à une valeur de consigne. Pour cela, on va développer donc un plan en 3 parties. La première, on étudiera la pression artérielle, donc un paramètre de l'unité de l'organisme, pour ensuite voir les deux régulations, la régulation de la pression artérielle sur le court terme, puis la régulation de la pression artérielle sur le long terme. Nous allons commencer par la première partie. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la pression artérielle comme un paramètre de l'unité de l'organisme. Donc, comme l'a dit Jeanne, la pression artérielle, elle est induite par la fréquence cardiaque. C'est un paramètre de l'unité de l'organisme. Et pour comprendre pourquoi elle est induite par la fréquence cardiaque, on va s'atteler au document que je vous présente ici, qui est le document 1. Donc vous avez ici la pression artérielle en fonction du temps. Un enregistrement de la pression artérielle dans le ventricule gauche en haut et dans l'aorte en bas. On voit en fait que la pression artérielle est maintenue entre deux valeurs. Elle est cyclique, donc c'est les deux choses que l'on peut voir sur ces graphiques-là. Elle est cyclique, mais elle n'est pas la même qu'elle soit dans le ventricule gauche ou dans l'aorte. Oui, alors pourquoi? Parce que dans le ventricule gauche, la pression artérielle peut être définie en termes de pression systolique et diastolique. Donc la systole, c'est au moment où il y a la contraction, et une pression diastolique qui est au moment du relâchement du cœur. Donc c'est entre les battements du cœur. Dans le ventricule gauche, on voit que pendant la diastole, il y a une pression qui est quasi nulle. Pourquoi? C'est une différence qu'il y a entre l'aorte et le ventricule gauche. Le ventricule gauche, la pression elle est induite seulement par la contraction, alors que quand il n'y a pas de contraction, il n'y a quasiment pas de pression. Alors que dans l'aorte, il y a une valeur d'à peu près 60, je crois que c'est millimètres de mercure, c'est ça? Environ 60 mm de mercure, alors qu'il n'y a pas du tout de contraction. Ça, c'est dû en fait à l'élasticité de l'aorte, qui maintient toujours une certaine pression. Donc la pression artérielle, elle est fonction, comme je viens de le dire, de la fréquence cardiaque. Plus il y a une fréquence cardiaque, plus il y a de pression artérielle, du volume d'éjection systolique et
de la résistance des vaisseaux. On peut aussi, comme on sait qu'il y a un tiers du temps le cœur se passe, que le cœur fait de la systole pendant un tiers de son temps et 2 tiers en diastole, on peut définir la pression artérielle moyenne, qui est un tiers de la pression artérielle de la systole, plus 2 tiers de la pression artérielle en diastole. Nous allons voir ensuite que la pression artérielle dans l'arc circulatoire n'est pas la même en fonction des vaisseaux, en fonction de l'endroit où elle est mesurée. Vous voyez qu'il y a 3 paramètres. Donc, les paramètres sanguins sont-ils les mêmes dans les différents vaisseaux? Eh bien non. Vous voyez par exemple que si je prends le terme de pression dans l'aorte ou dans les artères, il y a une très grande pression, alors que dans les veines, il y a une pression qui est très faible. La pression est fonction de la vitesse, plus il y a de pression, plus il y a de vitesse. Et le volume est d'autant plus grand dans les veines. Pourquoi? Parce que les veines sont un lieu de stockage du sang, tout simplement. On peut voir 2 choses qui vont nous permettre de passer à la suite. C'est que les artères ont une pression qui est nettement supérieure à celle des veines. C'est pourquoi on va pouvoir négliger par la suite la pression des veines par rapport à celle des artères. Alors, grâce à cette loi de Poiseuille que vous avez vue précédemment dans le sujet précédent, on va pouvoir déterminer la pression artérielle. Pourquoi? Parce que, en utilisant l'analogie avec la loi d'Ohm, il y a une tension qui est fonction d'une résistance et d'une intensité. On peut déterminer ici le débit volumique en tant qu'intensité. Ces paramètres-là qui sont le rayon sur la viscosité et la longueur en tant que l'inverse de la résistance et la différence de pression artérielle et de pression veineuse qui sera négligeable en tant que la tension. Donc, en modifiant, en inversant l'équation, on a pu comprendre que la pression artérielle était fonction du débit volumique et de ce paramètre-là qui est la résistance. La résistance, alors cette équation nous montre aussi que la pression artérielle est d'autant plus grande que le rayon est faible. Le rayon des vaisseaux est faible. Alors cette pression artérielle, on a vu qu'elle était constante, elle était cyclique. Et quand c'est un paramètre qui est constant, ça veut dire qu'il est présumé être régulé, puis c'est un paramètre physiologique. C'est pourquoi on peut aborder ce paramètre-là en l'étudiant de façon cybernétique. Alors qu'est-ce que la cybernétique? Eh bien, c'est quand il y a un paramètre physiologique qui peut être régulé grâce à trois grandeurs, à 3 agents, un récepteur, un transmetteur et un émetteur. On va voir pourquoi la pression artérielle peut être étudiée de façon cybernétique grâce à l'expérience de Hering, qui en 1924 va réaliser des ligatures des carotides d'un animal avant ou après les sinus carotidiens, qui se trouvent donc ici. Et pour cela, il va mesurer la fréquence cardiaque. Il mesure la fréquence cardiaque de l'animal dans chaque cas. Et il constate que quand il ligature en dessous des sinus, eh bien, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Tandis que quand il ligature après les sinus, la fréquence cardiaque, oui, on ne voit pas, pardon, la fréquence cardiaque va diminuer pour ensuite revenir à un niveau seuil quand la ligature est arrêtée. Ce qui montre qu'en fait, il y a une réponse adaptée de cette fréquence cardiaque au maintien d'une pression constante. C'est pourquoi le système régulé, ce serait la circulation sanguine et la grandeur réglée, une pression artérielle. On peut donc d'ores et déjà mettre que le système réglé de la pression artérielle et la circulation sanguine et la grandeur réglée, sera la pression artérielle. Donc nous allons voir au cours du reste de l'exposé comment cette régulation peut se faire sur le court terme ou sur le long terme et quels sont les récepteurs, transmetteurs et émetteurs. Donc, dans un premier temps, la régulation artérielle sur le court terme. Donc, cet enregistrement nous montre la variation de la pression artérielle au cours d'une journée. Donc, comme on peut le voir, au niveau de l'exercice physique, celle-ci est augmentée. Forcément, on a besoin d'une fréquence cardiaque et donc d'une pression artérielle beaucoup plus forte lors d'un exercice. Tandis que par exemple, au sommeil, pendant le sommeil, celle-ci va totalement diminuer parce que nous n'avons pas vraiment besoin
d'une pression artérielle forte lors du sommeil. Donc, à partir de cet enregistrement, on peut voir que la pression artérielle varie, néanmoins, elle est maintenue constante suivant les activités que le corps fait. Donc on cherche à savoir, à travers cet enregistrement et maintenant dans cette partie, comment est réglée la pression artérielle sur le court terme. Le court terme, c'est-à-dire en fonction du temps, en fonction de secondes, minutes, voire quelques heures. Donc tout d'abord, la grandeur réglée, ici Johanna nous l'a expliqué, la grandeur réglée est la pression artérielle. Donc, des capteurs identifient les variations de la pression artérielle pour que celle-ci puisse être modifiée, régulée. Donc voilà la partie 1, l'émission et la transmission d'un message, la variation de la pression artérielle par les pertes du nerf de Sion et de Hering. Donc dans un premier temps, dans un second temps, on voit ici une expérience de Hering, donc qui avait pour but de sectionner deux nerfs, le nerf de Sion ici et le nerf de Hering ici. Donc ensuite, après la section de ces deux nerfs, ils ont observé justement la fréquence cardiaque, on l'a vu tout à l'heure, qui est en fonction de la pression artérielle. Donc ils ont remarqué une augmentation de la fréquence cardiaque au niveau du cœur. D'accord ? Ils se sont dit, bon, voilà, on a sectionné ces nerfs, maintenant, à cause de la section de ces nerfs, la fréquence cardiaque est augmentée. Ils pouvaient se dire que la régulation, normalement, faisait descendre la fréquence cardiaque à la fin de la maintenir constante. Ensuite, ils ont fait une stimulation. Ils ont deux stimulations, côté cœur ou côté moelle épinière. On peut le voir ici, côté cœur, côté moelle épinière. Pour se demander d'où provient l'information et où est-elle transmise. À quel moment l'information est apparue et où elle a été captée, ou où celle-ci est-elle transmise. Donc dans un premier temps, ils ont fait une stimulation côté cœur, donc au niveau du nerf de Hering et du nerf de Sion. Il n'y a aucune variation de la fréquence cardiaque, on voit aucune variation. Donc le système envoie une information, mais apparemment elle n'est pas reçue. Très bien, ensuite ils ont fait une stimulation côté moelle épinière à cet endroit-là, et on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la fréquence cardiaque. Donc en conclusion, on peut expliquer le fait qu'au niveau des barorécepteurs, c'est ici que la variation de la pression artérielle va être reçue. Ce sont des récepteurs d'information. Cette information, donc indiquant la pression artérielle, va être envoyée par le nerf de Sion au niveau des barorécepteurs de la crosse aortique et au niveau des barorécepteurs des sinus carotidiens à travers les nerfs de Hering. Et ils sont envoyés au cerveau. Donc le message part du cœur et est envoyé au cerveau. Au cerveau, plus exactement, ce que l'on appelle les noyaux du tractus solitaire. Donc, on cherche maintenant, ici, on a notre voie de signalisation afférente, celle qui va amener l'information au cerveau. Alors, donc, notre voie afférente se situe ici. Donc, la grandeur réglée et la pression artérielle. Néanmoins, ici, on a expliqué que les capteurs étaient les barorécepteurs situés au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Donc ici, ces capteurs vont récupérer l'information. Cette information va être envoyée à travers des transmetteurs. Donc ici, les transmetteurs, les nerfs de Hering et les nerfs de Sion, reçus par un centre organisateur, un centre de décodage qui sera le cerveau. Très bien. Donc comment distinguer, on cherche maintenant comment distinguer la voie efférente de la pression artérielle à court terme. Donc c'est l'entrée en action du système nerveux périphérique moteur autonome. Donc nous y voilà, donc la transmission et la réception du message, le rôle du système nerveux périphérique autonome. Donc comment est régulée la pression artérielle? D'abord, on a notre signalisation afférente qui arrive dans notre centre organisationnel au niveau du cerveau. Le cerveau va traduire cette information. Oui, mais de quelle manière? Alors, c'est ici que a été faite cette expérience. Elle avait pour but de faire varier la pression sinusale. Oui, voilà. De faire varier la pression sinusale. C'est la pression au niveau du coup, des sinus carotidiens. Des sinus carotidiens, voilà. Et on observait justement comment l'activité du nerf allait fonctionner afin que la pression artérielle reste constante. Donc,
Dans un premier temps, on va augmenter la pression au niveau des sinus carotidiens et on s'aperçoit que l'action du nerf est totalement inhibée. On arrête l'action du nerf de façon à ce que la pression artérielle reste constante, reste à une valeur de consigne. Dans un second temps, on va justement réduire la pression sinusale, comme on peut le voir ici, pour voir l'action sur le nerf. Et qu'est-ce qui se passe? L'action du nerf est désinhibée et justement il se met en activité afin de garder la pression artérielle constante. Donc, tu as spécifié que c'était bien un nerf sympathique ou pas? Pas encore. Bah, tu ne peux pas le... J'arrive en fait, j'avais pas fini. Donc l'activité de cette voie nerveuse est la voie sympathique. Donc elle a pour but de réguler la pression artérielle et surtout, dans un cas spécifique, de l'augmenter, d'augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Donc quelle est la spécificité de cette voie nerveuse périphérique? Comment à vrai dire, celle-ci fonctionne? Je viens de dire que le système nerveux sympathique va augmenter la fréquence cardiaque, donc de ce fait la pression artérielle. Néanmoins, il reste aussi une autre voie nerveuse, à quoi va-t-elle servir? Ok, alors, dans un second temps, donc, quels sont les liens entre le système nerveux périphérique, moteur, autonome et le cœur? Donc, on avait vu tout à l'heure une partie de la voie afférente, donc barorécepteurs, qui sont les récepteurs émetteurs. Les nerfs de Hering et les nerfs de Sion, qui sont les transmetteurs de l'information jusque, j'avais dit tout à l'heure, au tractus, noyau du tractus solitaire, et on arrive au niveau du cerveau, le bulbe rachidien, qui est un amplificateur et un transmetteur d'information. Donc l'information va arriver ici, au niveau du bulbe rachidien, et à ce moment-là, le cerveau va décider, suivant comment faire varier la pression artérielle, en l'augmentant, en passant par le système sympathique, de cette façon, jusqu'au nœud sinusal et au nœud auriculoventriculaire, ainsi que tissu myocardique. Par contre, si à ce moment-là on cherche à diminuer la pression artérielle, cela va passer par le nerf vague, qui est ici, et qui est fonction de la voie nerveuse parasympathique. Donc voilà. Dans le document 8, la figure 8, en fait, elle va nous expliquer, elle a pour but d'identifier les voies nerveuses qui sont impliquées lors d'une variation de la pression artérielle. Donc, je vais bien expliquer ce schéma. Alors, donc, fréquence cardiaque en fonction de l'intensité de l'exercice. Donc, on a pris certains sujets, on les a mis au repos et on les a fait faire de l'exercice. Ce que l'on a noté, c'est la fréquence cardiaque, c'est le volume, la VO2 max, donc c'est le volume maximum d'oxygène que l'on peut recevoir en fonction de la fréquence cardiaque, en fonction des battements de cœur. Donc, ils ont justement ajouté des antagonistes. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire un rappel sur les antagonistes ou pas? C'est moi qui faut. Donc, un antagoniste, c'est anta, c'est le contraire d'un agoniste, justement. C'est un produit qui va justement bloquer non, mais inhiber des récepteurs. Inhiber des récepteurs, voilà. Et ça sert à quoi? Les antagonistes, oui. Justement, à savoir à quoi sert le processus, à quoi sert le récepteur, oui. Le rôle du système nerveux périphérique autonome, c'est ça? Ouais. Okay. Oui, c'est ça. Quel est le rôle du système nerveux sympathique et quel est le rôle du système nerveux parasympathique? Donc, à partir d'un sujet sujet témoin, qui est ici, ça sera notre valeur de référence, c'est celui avec les triangles noirs, d'accord? Donc, dans un premier temps, ils ont traité un sujet avec de l'atropine. C'est un antagoniste des récepteurs cholinergiques muscariniques. Donc, un bloqueur. Pardon. Donc, ça bloque la réponse physiologique du système parasympathique. Donc, ce qu'on peut voir, vu que ça. Donc, voilà, moi je vous dis, ça bloque le système nerveux parasympathique. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce sont les cercles blancs. Donc, les cercles blancs, ils sont au-dessus. Donc, on voit que par rapport au sujet témoin, la fréquence cardiaque est nettement plus grande
est nettement plus grande que celle du témoin. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait, finalement? L'antagoniste, ici, l'atropine, a bloqué la réception du signal au niveau du système nerveux parasympathique, qui avait pour but finalement de réduire la fréquence cardiaque. Donc du coup, le système nerveux parasympathique sert à diminuer la fréquence cardiaque. De plus, dans un second temps, on a traité un autre sujet avec du propranolol. C'est un antagoniste des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc bêta-adrénergique qui fait partie du système nerveux sympathique. Dans ce cas, ici, ce sont les carrés blancs qui sont mis en évidence et on remarque que la fréquence cardiaque, quant à elle, est beaucoup plus diminuée. Donc, ça bloquait les récepteurs sympathiques. Dans ce cas-là, le système nerveux sympathique sert à augmenter la pression artérielle au niveau du cœur et donc la fréquence cardiaque. Et dans un troisième temps, pour voir l'activité de ces deux antagonistes sur une valeur, sur l'activité physique de l'homme, on a ajouté ces deux effecteurs. Et là, qu'est-ce qu'on remarque par rapport au sujet témoin? C'est que dans un premier temps, la fréquence cardiaque est augmentée. Pourquoi? On se dit pourquoi elle est augmentée alors qu'on est au repos? Et bien finalement, au repos, ce qui va jouer, c'est le système nerveux parasympathique, parce qu'on va vouloir réduire notre rythme cardiaque, notre fréquence cardiaque, du fait qu'on est au repos et que l'on n'a pas besoin de beaucoup de contractions. Donc ici, dans un premier temps, c'est l'atropine qui va bloquer les récepteurs du système nerveux parasympathique au repos. Pendant l'activité, on remarque que la fréquence cardiaque, quant à elle, est diminuée par rapport au témoin. Pourquoi? Lors d'un exercice, notre fréquence cardiaque aura tendance à augmenter parce qu'on est en exercice et que notre corps a un besoin d'autant plus grand en dioxygène pour que les tissus soient en bon fonctionnement. Donc ici, c'est le propranolol qui va bloquer la réception du système nerveux sympathique et du coup, il n'y aura pas une augmentation de la fréquence cardiaque, mais plutôt une diminution de celle-ci. Donc, pour conclure, donc là je reviens par rapport à ici, alors au niveau de nos transmetteurs, il y avait le nerf de Hering et le nerf de Sion. Il y avait une intégration du signal et une amplification du signal, une traduction notamment du signal, pour demander au système nerveux périphérique ou système nerveux sympathique ou parasympathique d'effecter sur le cœur. Dans notre cas, on est dans le cas d'une hypotension, c'est-à-dire au niveau des barorécepteurs, au niveau du cœur, sinus carotidien et crosse aortique, on remarque qu'il y a une baisse de pression artérielle. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce message va être envoyé à travers les transmetteurs au niveau du cerveau. Ce qui va se passer, c'est que le cerveau va demander au cœur d'augmenter sa fréquence cardiaque. On est en hypotension, notre pression est faible. Donc on va utiliser la voie sympathique, qui elle aura tendance à augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle. Voilà. Et ça va agir sur les effecteurs. Donc on va passer par le nerf sympathique, qui va arriver à nos effecteurs, nos récepteurs, qui sont les nœuds sinusaux, les nœuds auriculoventriculaires et le tissu myocardique. Et ce sont ces effecteurs qui vont faire en sorte d'augmenter la fréquence cardiaque pour répondre à la baisse de pression dans le cœur. Donc la grandeur réglée ici sera la fréquence cardiaque en augmentant la force contractive du cœur. Là, le système réglé sera la circulation sanguine en général. Et notre grandeur réglée, en fin de compte, sera la pression artérielle. Il faut savoir qu'il y a tout le temps une variation quasi tout le temps de la pression artérielle. Et ce système sert à réguler notre pression artérielle à travers, justement, dans le cas d'une hypotension, le système nerveux sympathique. Et du coup, c'est lesquels récepteurs qui vont agir dans le cas d'hypotension au niveau cardiaque? Je l'ai dit, les récepteurs sont les nœuds auriculoventriculaires, les nœuds sinusales et juste ici au niveau du tissu myocardique. Et c'est quoi les récepteurs qui sont... Je t'écoute. Non mais en fait, là quand tu parles de récepteurs effecteurs, mais c'est quel type de récepteur? Vu que c'est sympathique, c'est quoi comme récepteur au niveau du tissu nodal? Ah oui, on ne demande pas d'aller dans ce détail. Dans Okay. ce schéma-là, c'est les récepteurs anatomiques, c'est pas les récepteurs moléculaires. Ok.
pour mettre. Parce que dans tout le cas, barorécepteur, on pourrait mettre toutes les transmissions synaptiques, mais elles ne sont pas indiquées. Ok, ça va. Donc là, c'est vrai qu'il faudrait rajouter les nœuds sinusaux. Ouais, nœuds sinusaux, juste là. Ouais, je vais le faire. Donc je voulais finir par le fait que la régulation de la pression artérielle se fait à travers cette voie physiologique qui est à court terme, donc système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Néanmoins, il existe une autre voie physiologique et cette voie physiologique s'occupe de la régulation à long terme. Donc maintenant qu'on a vu cette régulation de la pression artérielle sur le court terme, donc avec l'action du système nerveux, on va maintenant pouvoir s'intéresser à la régulation de la pression artérielle sur le long terme. Sur le document 13, alors juste en s'intéressant aux deux derniers, au graphique 2 et le graphique 3, on peut voir les variations de pression artérielle et le lien avec la quantité de sodium excrétée dans l'urine. Donc on voit que plus la pression artérielle, par exemple ici, est grande, plus il va y avoir du sodium excrété dans les urines. Donc de là, on peut voir qu'il y a un lien entre pression artérielle et le rein. Donc on va pouvoir se demander comment le rein peut agir sur cette régulation de la pression artérielle. Et pour ça, nous allons donc dans un premier temps voir ce qui se passe au niveau du rein, donc qui est si on reprend donc la boucle cybernétique, qui est un récepteur effecteur qui permet la réabsorption de l'eau et des ions à l'origine donc de la régulation de la pression artérielle. Donc on va regarder au niveau du rein quels sont donc, ces différents transports d'eau et d'ions. Pour ça, on regarde le document 8, donc, qui est un tableau qui présente, donc là on voit les différentes parties de l'os de Henle et du canaux collecteur, donc qui sont des parties du rein, et on va voir la perméabilité pour l'eau, le NaCl et l'urée, et ainsi que le transport actif de sel. Donc si on regarde ce tableau, nous pouvons voir que la perméabilité à l'eau et à l'urée, elle est forte au niveau des canaux collecteurs. Alors on peut voir que l'eau, elle est forte en présence d'ADH. On y reviendra après vraiment dans la boucle, dans la régulation. Et concernant la perméabilité aux ions NaCl, on peut voir qu'elle est plus élevée dans la branche ascendante fine de l'anse de Henle. En fait, il va y avoir une histoire de pression osmotique, c'est-à-dire que l'urée qui va être dans le milieu intérieur, donc pas dans les canaux, il va attirer l'eau vers l'extérieur du fait de la différence de concentration. On reviendra sur cela après. Donc une fois qu'on a vu ça, on va donc plutôt s'intéresser plus particulièrement donc, au gradient de ces solutés. Donc le document 7, c'est la coupe du rein, un rein de porc qui est légendé, donc avec un peu de vocabulaire, donc la capsule fibreuse, la papille urinaire, l'urétère, le bassinet, donc c'est le centre du rein, le cortex, le lobule, donc c'est la partie en bleu, ainsi que les pyramides de Malpighi. Donc, lorsqu'on regarde les concentrations en soluté dans le rein, on voit que la concentration en urée, si vous voyez sur votre document, c'est le document 9, la concentration en urée, elle augmente plus on s'approche de la médula. Et la quantité, et ça suit aussi la quantité de sodium et de chlore. Donc on va avoir au fur et à mesure qui va s'approcher vers la zone par l'urine ou l'urétère, une réabsorption de l'urée et des ions sodium et chlore. Donc, du coup, on repart sur l'émission via les barorécepteurs et la transmission de la circulation sanguine
Donc on cherche à avoir la régulation de cette pression artérielle. Donc d'abord, avec le document 8 que nous avons vu, on voit que